Alors, en Israël, il existe un filet de sécurité financier pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Ça s'appelle le revenu minimum de subsistance. Mais comment ça marche concrètement? Qui peut y avoir droit? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour faire simple, c'est un complément de revenu que l'État verse. Imaginons que les revenus d'une personne ou d'une famille descendent en dessous d'un certain palier. Eh bien, cette allocation vient boucher le trou, si on veut, pour assurer un niveau de vie de base. C'est vraiment ça l'idée. Du coup, la grande question, c'est qui a droit à ce soutien? C'est là que ça devient intéressant. On va regarder ensemble les toutes premières conditions à remplir. Alors, première chose, les conditions d'éligibilité. Il y a des critères de base, des cases à cocher, que ce soit pour la personne qui demande l'aide ou pour son conjoint. D'abord, l'âge. La règle générale, c'est 20 ans ou plus. Mais attention, il y a des exceptions importantes. Par exemple, dans certaines situations, je pense à la maladie ou à une grossesse, eh bien l'âge minimum peut descendre à 18 ans. C'est bon à savoir. Ensuite, un autre point clé, la résidence. Il faut prouver qu'on a vécu en Israël pendant au moins 24 mois d'affilée. C'est pas rien. L'idée derrière, c'est de s'assurer qu'il y a un vrai lien, un ancrage durable avec le pays. Mais, et c'est un mais super important, cette règle des 24 mois a des exceptions, et pas des moindres. Par exemple, pour les nouveaux immigrés, les Olim Hadashim, elle ne s'applique pas pendant les 5 premières années. Pareil pour un orphelin ou si le conjoint remplit déjà la condition. C'est vraiment un détail qui change tout pour beaucoup de monde, surtout pour ceux qui viennent d'arriver. Bien sûr, il y a aussi un test sur les ressources. On regarde les revenus, ceux de la personne qui demande et de son conjoint. Et puis, il y a un truc un peu plus surprenant, la voiture. Oui, la voiture. Si sa valeur dépasse un certain montant, autour de 41 373 shekels, une partie de cette valeur peut être déduite de l'aide. C'est un point à ne pas négliger. Allez, on continue avec une autre étape clé, le fameux test d'emploi. En gros, il faut montrer qu'on a bien besoin de ce soutien. Ce test, il repose sur 3 cas de figure. Premier cas, la personne n'a pas de travail et elle est bien inscrite au bureau de l'emploi, donc elle cherche activement. Deuxième cas, la personne travaille mais son salaire est vraiment bas. Et enfin, troisième cas, elle est en pleine formation professionnelle, une formation reconnue bien sûr, pour se donner plus de chance. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce test d'emploi, eh bien tout le monde n'a pas à le passer. Il y a tout un tas de cas spéciaux, d'exemptions, et ça c'est crucial pour comprendre qui peut vraiment toucher cette aide. En fait, le système part d'un principe simple. La vie, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a plein de situations qui peuvent empêcher quelqu'un de travailler. Alors voyons un peu ce qui est pris en compte. Alors regardons les exemptions liées à la famille ou à la santé. Par exemple, un parent qui élève seul un enfant de moins de 2 ans, une femme enceinte à partir de la 13e semaine, quelqu'un qui est malade et ne peut pas travailler pendant plus d'1 mois ou qui doit s'occuper d'un proche. Toutes ces réalités du quotidien, le système en tient compte. Il y a aussi d'autres cas qui sont plus liés au statut de la personne, à son parcours de réinsertion. Par exemple, un étudiant en Ulpan qui apprend l'hébreu, une personne qui vient de sortir de prison, elle a 2 mois de répit, ou encore quelqu'un qui est en programme de réhabilitation. Dans tous ces cas, pas besoin de passer le test d'emploi. Bon, on a vu qui peut avoir droit à l'aide. Maintenant, passons au concret, à la partie pratique. Comment on fait la demande? Et, point très important aussi, qui est carrément exclu du système. Là, la distinction est super claire. D'un côté, on a un parent seul en formation pro, qui peut être éligible. Mais de l'autre côté, attention, un étudiant à l'université ou dans une yeshiva, un soldat ou un membre de kibbutz, eux, en général, ne le sont pas. C'est vraiment la nature de leur engagement principal qui fait la différence. Et pour faire la demande, comment ça se passe? En fait, c'est assez direct. Il faut récupérer le formulaire, soit en ligne, soit dans un bureau du Bito Aleomi, c'est l'Institut national d'assurance. Ensuite, on le remplit bien, on joint tous les papiers demandés, et hop, on dépose le tout à l'agence la plus proche de chez soi. Alors là, attention, c'est peut-être le point le plus important à retenir. L'aide n'est jamais payée pour le passé. Jamais. Le paiement commence uniquement à partir du mois où la demande est déposée. Ça veut dire que chaque mois où on attend, eh bien c'est un mois d'aide de perdu. Donc le conseil, c'est vraiment de ne pas traîner. On le voit bien, ce revenu minimum de subsistance, c'est un vrai filet de sécurité, un filet essentiel. Et comprendre comment ça marche, c'est tout simplement connaître ses droits. Le plus important à retenir, c'est qu'il ne faut jamais hésiter à se renseigner et surtout à faire la demande dès qu'on en a besoin. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit.